Donc ce matin, on a parlé de design, de management de l'innovation. Cet après-midi, on a deux thèmes. Management de la connaissance et management agile et libéré. Donc toujours le même format, on aura aussi une clôture. Même format que précédemment, on va commencer par une petite vidéo et ensuite on passera à nos intervenants, puis à des questions et des réponses. Je vous propose qu'on commence sans tarder, puisqu'on a 10 minutes de retard et je sais qu'on va les garder jusqu'à la fin. Donc petite vidéo sur le management de la connaissance. Le knowledge management dans les collectivités locales en 2 minutes. C'est quoi le knowledge management ? Le knowledge management local est la gestion coordonnée, organisationnelle et opérationnelle de l'ensemble des informations, connaissances et savoir-faire des acteurs d'une collectivité locale. Il a pour but de créer de la valeur, d'abord informationnelle, puis stratégique, pour répondre aux objectifs de la collectivité qui le met en place. Le management de la connaissance puise ses origines dans les principes de l'organisation apprenante et de l'approche systémique, se nourrissant des progrès technologiques. Il s'appuie ainsi sur un processus de valorisation, transformant les données en information et l'information en connaissance. Cette dernière donnant à la fois du sens aux actions de la collectivité, mais aussi aux acteurs en tant qu'aide à la décision. Au sein d'une économie désormais basée sur la dématérialisation des échanges, le knowledge management prend alors progressivement sa place comme une discipline de gestion à part entière. Ainsi, différentes pratiques ont émergé depuis les années 1990 dans le secteur privé et se développent actuellement dans le secteur public. Pourquoi développer le management de la connaissance en collectivité ? Les enjeux du knowledge management sont multiples. Tout d'abord, le management de la connaissance permet de diffuser des bonnes pratiques au sein et en dehors de la collectivité. En interne, elle génère alors des apprentissages individuels, mais aussi organisationnels, ainsi qu'une amélioration des savoir-faire. En externe, elle permet d'améliorer la reddition des comptes vis-à-vis de la population sur les politiques publiques engagées. Ensuite, à l'heure d'une surinformation en termes de données non structurées, voire erronées, le management de la connaissance permet d'organiser les bonnes informations en vue d'aider à la décision. Le processus décisionnel peut ainsi être clarifié et amélioré par la mise à disposition des connaissances adaptées, via par exemple des outils de partage. Il peut être aussi objectivé en s'appuyant sur des connaissances multidimensionnelles. Enfin, un autre enjeu du knowledge management consiste à développer la capacité d'innovation à l'échelle locale. En particulier, sa mise en œuvre permet de décloisonner les services administratifs, mais aussi les structures politiques pour travailler en transversalité sur des projets partagés. Aussi, les données communiquées peuvent permettre de réaliser des retours d'expérience ou d'évaluation des politiques publiques. Cette vision plurielle et ouverte peut alors générer de nouvelles idées, de nouveaux choix stratégiques ou de nouveaux modes d'organisation. Comment mettre en œuvre le management de la connaissance en collectivité ? La démarche de gestion des connaissances repose sur 4 étapes. Tout d'abord, il s'agit de définir la stratégie et la politique que la collectivité souhaite développer en la matière. Ensuite, il est nécessaire d'identifier les connaissances clés répondant à la stratégie visée grâce au recours à des experts, agents ou élus qui les identifieront. Aussi, par la suite, il faut centraliser et traiter les données pour produire l'information utile qui fait sens. Enfin, une dernière action consiste à diffuser ces savoirs et savoir-faire par le biais d'outils adaptés. À ce propos, différents outils peuvent être mobilisés. Les outils de diffusion de l'information, comme un intranet, les listes d'informations, les foires aux questions ou un site internet de partage des données. Les outils de travail collaboratif permettant le partage de documents à distance, des forums ou des workflows, les outils d'archivage, tels que le data mining, les bases de données, le data warehouse ou encore la gestion électronique des documents. En conclusion, le knowledge management semble constituer une démarche importante pour les collectivités, permettant de dépasser des fonctionnements souvent opaques et ainsi inscrire la gestion de l'action publique dans une plus grande ouverture et transversalité.
Malgré ces premiers éléments, plusieurs questions restent toutefois en suspens. Quels sont les outils mobilisables dans le cadre du management de la connaissance en collectivité ? Comment organiser les différents flux d'informations pour améliorer les relations ascendant-descendantes, transversales ou internes-externes ? Quelle relation entre management de la connaissance et production de l'action publique locale ? Voilà cette vidéo de présentation de ce qu'on appelle le knowledge management, le management de la connaissance. Donc on va essayer de répondre à ces questions avec 4 interventions, 3 praticiens universitaires. Donc Niels qui va nous parler du transformation du process de visa des rapports et délibérations. Yann Cornen sur l'open data, justement plutôt dans une vision externe, mais on va voir aussi que l'open data peut avoir un enjeu de communication interne à l'intérieur de la collectivité. Et Pierrick Rode sur le partage et la régulation de l'information sur les projets à la COBAN, notamment avec l'utilisation de visuels. Et enfin, Olivier Coussy, universitaire, sur les définitions et les concepts de ce qu'est le knowledge management. Donc je passe la parole à Niels, qui va nous relater une expérience dans sa collectivité d'origine. Oui, merci. On m'entend bien ? Je pense qu'on va vous entendre. Je pense qu'on va m'entendre. Allô, allô. Du coup, on échange de micro. Je suis ravi de vous accompagner sur un autre processus que celui que je vais vous présenter, qui est le processus de digestion. Donc ça, c'est votre partie. Moi, c'est le processus de visa des rapports et délibérations. Je m'appelle Niels Randria Manantena, je suis directeur de projet RH à la région des Pays de la Loire. Je suis aussi auteur d'un nouveau blog qui s'appelle le blogdumanager.com. Un petit peu de pub au passage. Mais ce n'est pas cette histoire-là que je vais vous raconter. En fait, j'ai 10 minutes pour vous raconter une autre histoire, celle de mon arrivée en tant que chef du service des assemblées à la région des Pays de la Loire en 2016. En fait, ce qui s'est passé, c'est que dès mes premiers mois, je me suis rendu compte d'un certain nombre d'irritants qui causaient de véritables problématiques managériales au sein de mon équipe. J'avais face à moi une équipe usée, démobilisée. Je caricature à peine, hein, c'était vraiment une situation assez problématique. Et j'ai assez rapidement compris que c'était lié à des problèmes de fonctionnement de l'organisation à l'époque, des retards systématiques de la part des services partenaires, des erreurs systématiques de session en session qui n'étaient pas corrigées, avec du coup toujours le sentiment de refaire la même chose. Et puis aussi globalement un système d'information qui était notre outil de travail et qui était globalement obsolète, puisque ça faisait une dizaine d'années qu'il était en place et que voilà, ça faisait quelques temps qu'il n'avait pas été remis à jour. Donc au final, j'avais le sentiment d'être, merci, un petit peu, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Bill Murray, Un jour sans fin. C'est un journaliste qui revit toujours la même journée. C'est un cauchemar absolu. Et c'est un petit peu le sentiment que j'avais au bout de quelques mois. Alors, avant de continuer mon histoire, je vais faire une petite mise au point pour ceux qui ne sont pas forcément familiers du fonctionnement d'un service des assemblées. Le service des assemblées, dans une organisation, que ce soit une collectivité, un établissement, etc., est en charge de l'organisation de la vie délibérative, en l'occurrence de la collectivité. En termes d'organisation, il s'agit aussi d'avoir une mission fondamentale qui est celle de la sécurisation juridique de la collectivité, et en particulier de tous les projets, tous les dossiers qui sont remis aux élus et sur lesquels ils doivent voter, tout simplement. Donc, il y a des termes différents d'une entité à une autre. Nous, on appelle ça des rapports de la présidente, des rapports et des projets de délibération. Parfois, on appelle ça des exposés des motifs. Enfin, voilà. C'est un peu comme des projets ou des propositions de loi à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc ça, c'est notre matière, et c'est cette matière qu'on doit sécuriser. Et il y a une autre dimension qui est qu'un service des assemblées, c'est un service qui est finalement au cœur de l'information dans la collectivité, puisque cet outil, en fait, n'est rien d'autre qu'une information qui éclaire suffisamment l'élu pour que le jour J, il puisse voter en connaissance de cause.
Donc il y a cette dimension vraiment quasiment de philosophie, de démocratie, d'information aux élus qui est aussi un ADN d'un service des assemblées. Et il y a un enjeu juridique qui est extrêmement fort, et c'est ça mon histoire, c'est un délai réglementaire fixé par le CGCT entre l'envoi de ces documents aux élus et le jour où ils votent. Tout simplement parce qu'il faut qu'ils puissent travailler sur ces rapports, il faut qu'ils puissent s'informer suffisamment pour ensuite voter le jour J. Voilà, je simplifie un petit peu. Et alors, maintenant, je vais vous demander de vous imaginer un soir à Nantes, en décembre. Il fait super froid, il y a du vent. En plus, je suis sûr, ce jour-là, il pleuvait, ce qui arrive très très souvent à Nantes. Et on était là avec mon équipe, grosso modo une quinzaine de personnes. J'avais demandé aussi aux collègues de l'informatique de venir, parce qu'on était typiquement un de ces jours, un de ces fameux jours où on doit envoyer les rapports aux élus. Et la conséquence juridique, j'ai oublié de le préciser, mais si les rapports ne sont pas transmis dans ce délai réglementaire, eh bien les décisions, le jour J, ils sont frappées d'illégalité. Il peut y avoir, avec toutes les conséquences que vous connaissez, déféré au tribunal administratif par le contrôle de légalité, etc. Donc vraiment le truc impensable. Il était 22h. Et on avait jusqu'à 23h59 pour envoyer tous ces rapports. Eh bien, ce jour-là, j'ai vu dans les yeux de mes collaborateurs de la fatigue, de l'usure, de l'angoisse. Et là, je me suis dit, c'est plus possible, il faut faire autrement. Et alors, je me suis souvenu d'une discussion que j'avais eue quelques semaines auparavant avec, alors peut-être certains d'entre vous, vous le connaissez dans la région, puisque aujourd'hui il s'occupe de l'innovation en région Occitanie, Antoine Foucault, qui à l'époque le faisait à la région des Pays de la Loire. Et il m'avait dit, tu sais, Niels, l'innovation, ce n'est pas que de la pâte à modeler, des post-it et des politiques publiques. Ça peut aussi te servir, parce que l'avantage avec l'innovation, c'est que tu embarques vraiment tout le monde. Et donc, tu n'es plus tout seul à frapper des points sur la table. Et alors, du coup, ce soir-là, ça m'a trotté vraiment dans la tête. Et ben, le lendemain, je vous raconterai tout à l'heure si on a réussi à les envoyer ou pas, ces fameux rapports, si j'ai réussi à garder ma place. Mais le lendemain, on s'est lancé dans la démarche. Et c'était particulièrement important parce que, en fait, ces rapports et délibérations qui matérialisent l'information aux élus, eh bien, en fait, c'est toute une chaîne de production. Et mon service, le service des assemblées, n'est qu'un rouage dans cette machine, qui arrive en bout de chaîne, certes, mais il participe énormément de monde à cette fabrication d'informations. Il y a les directions qui portent des politiques publiques, qui écrivent les dispositifs, qui les inventent. Il y a la direction générale qui apporte son contrôle aussi sur les rapports. Il y a évidemment le cabinet qui apporte un œil politique. Et puis mes collègues du juridique, des finances qui apportent aussi leur contribution. Donc vraiment toute une chaîne de production. L'avantage de l'innovation, c'est que du coup, on pouvait se reposer sur la force du collectif. Et c'est là-dessus qu'on est parti. Alors, je ne vais pas forcément revenir sur la démarche parce qu'on en a beaucoup parlé ce matin. Et c'est une illustration finalement d'une démarche de design thinking qui a été mise en place par mes collègues de l'innovation qui nous ont vraiment porté tout le long du projet. Ce qui est important dans cette démarche, justement, ça a été le fait d'avoir un groupe projet qui soit composé de représentants de toute cette chaîne de production. Et ça a été très important pour nous parce que, à travers toutes ces fameuses phases du design thinking, d'immersion, on en parlait ce matin, de prototypage, et puis avant ça d'idéation, de problématisation, tout ça a été fait de façon vraiment collective et tout le monde était finalement responsabilisé sur les marges de progression et le plan de progrès à adopter. Alors, je vais passer du coup directement aux résultats de cette démarche. Pas tout de suite, le petit lapin, merci. Non, parce que je vous regarde, parce que je vous parle aussi du coup, mais c'est vrai que ça prête à confusion. Dommage que ça ne fonctionne pas. Ça. Si ça fonctionne. Ouais, bon, c'est pas grave, on va faire sans. Le résultat, donc 3 chantiers de rénovation que nous avons réussi à mettre en place grâce à cette méthode. Alors, le premier chantier, il va vous paraître peut-être un peu trivial.
mais c'est l'idée d'une relation partenariale renforcée. Parce que jusqu'à présent, les contacts entre mon service, les collègues du juridique, etc., les directions porteuses de politique publique se faisaient essentiellement par échange de mails ou par téléphone. Ce qui est très bien, mais on s'était rendu compte à travers la démarche que c'était une des raisons pour lesquelles on ne capitalisait pas suffisamment, par exemple, sur nos observations, les erreurs qu'on pouvait mettre en avant, etc., etc. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'est tout bonnement des rencontres physiques avec les collègues du juridique des finances. Et on est allé direction par direction, une fois par semestre, rencontrer les directions de politique publique pour échanger sur nos problématiques respectives, sur pourquoi est-ce qu'on corrige tel mot. C'est pas anodin, c'est que derrière, ça a des conséquences juridiques importantes. Voilà, ce genre de choses. Et de leur côté, ça leur permettait de nous faire part aussi de leurs projets, de leurs difficultés. Et puis, on l'oublie aussi, mais on l'évoquait tout à l'heure, d'humaniser ce processus, cette chaîne de fabrication. Le deuxième projet chantier qu'on a mis en place à la suite de cette démarche, alors là, c'est très important dans la chaîne de production d'informations dans une organisation, hein, d'ailleurs, quelle que soit sa taille, hein, ça vaut tout à fait pour les petites organisations aussi, c'est qu'il y a la question des jalons dans le calendrier, ces fameux rétro-planning qu'on doit respecter. Les nôtres n'étaient absolument pas respectés. Ça s'est amélioré depuis, heureusement. Tout ça n'aura pas été vain. Mais on s'est rendu compte que la raison essentielle pour laquelle ces rétro-plannings n'étaient pas compris, la raison pour laquelle les jalons n'étaient pas respectés, c'était tout simplement que les collègues ne les comprenaient pas forcément. On s'est même rendu compte qu'ils n'étaient pas forcément au courant de l'existence de ces rétro-plannings, ce qui nous paraissait au SA complètement fou. Et donc là, on a fait tout un travail à la fois de pédagogie réciproque pour expliquer voilà, pourquoi il y a telle ou telle date dans le calendrier qui est importante, et puis également un travail d'harmonisation de tous nos calendriers opérationnels, juridiques, etc., etc. Donc un gros chantier. Et je termine du coup par sans doute le chantier qui aura été un chantier mastodonte, ça a été celui de remplacer l'outil informatique qui nous servait vraiment d'outil de travail au quotidien. On s'était rendu compte tout simplement que ça n'était pas seulement un irritant pour mon équipe, mais c'était un irritant pour l'ensemble de la collectivité qui utilisait également cet outil. Donc ça, c'est devenu un projet en soi et qui a été conduit cette fois-ci par les collègues du numérique. Alors maintenant, on va pouvoir passer au petit lapin, parce que pour conclure mon intervention, je voudrais partager avec vous 3 enseignements que j'ai retirés à titre personnel de tout ce projet. Eh bien, c'est la question du temps. On en parlait beaucoup ce matin, il était question d'agir sur un temps court, etc. Bon, pour diverses raisons, ce projet a été assez long, notamment parce qu'il y avait énormément d'acteurs autour de la table. C'est un projet qui a commencé, on a commencé à en parler du coup fin 2016, et il s'est achevé en 2018, donc grosso modo 1 an et demi. Et puis, quoi d'autre? Oui, le projet numérique, lui, il a été mis en place qu'en 2019. Donc ça peut paraître long, c'est très long, c'est trop long, mais voilà, c'est comme ça. Et ce qui est compliqué, bon, au début de ma présentation, en fait, je vous parle en tant que manager, et je ne suis pas du tout un expert du knowledge management, mais l'idée, c'est que j'avais une problématique managériale à la base, et c'est ça que j'ai voulu résoudre. Et d'un point de vue management, le fait de garder de la motivation intacte chez les agents alors que les irritants sont toujours là pendant 1 an et demi, c'est très compliqué. Et là, il y a un rôle fondamental du manager qui est celui de garder cette vision, ce cap mobilisateur et fédérateur sur ce que pourrait être l'organisation demain. Et quand il y a en plus du turnover qui vient compliquer les choses, c'est compliqué, mais ça, j'ai vraiment appris que c'était quelque chose de fondamental, ce cap fédérateur. Le deuxième enseignement que j'en retire à titre personnel, c'est celui du sponsoring. Bon, je suis sûr que quand vous avez lu le programme, vous vous êtes dit, bon, voilà, le processus de visa, c'est pas forcément le truc le plus sexy du monde. D'ailleurs, merci de l'avoir placé juste après la pause déjeuner, parce que ça, c'est vraiment un challenge. Et en fait, c'est vrai que c'est pas sexy. Et à la base, c'était un réel questionnement. Je ne savais pas comment embarquer les gens dans ce projet.
Et le fait d'avoir une démarche d'innovation, forcément, ça rend les choses beaucoup plus sexy. Et à l'époque, le laboratoire d'innovation que j'évoquais plus tôt dans ma question, qui s'appelle l'Absolu, se construisait. Et donc, il y a une conjonction là d'intérêt d'avoir un projet structurant et long, et à la fois, pour moi, des porteurs qui me permettaient d'avoir une meilleure communication aussi, un meilleur marketing, n'ayons pas peur des mots, sur ce projet qui est quand même hyper aride à la base. Et dans ce sponsoring, ce qui est essentiel, c'est d'avoir le soutien de la direction générale, parce que sur un projet qui touche au fondement, en fait, au fondement, au fondement, oui, c'est ça. Au fondement de la prise de décision de la collectivité, la direction générale, c'est indispensable. Et l'innovation, deuxième strate de sponsoring, en quelque sorte, permet d'avoir, grâce à ce groupe projet qui réunit l'ensemble de la chaîne de production, des ambassadeurs dans toute la collectivité. Et ça a été aussi vraiment un facteur clé de succès. Dernier enseignement. Alors, oui, j'ai mis une photo du Dr House parce que j'aime bien le personnage, mais en termes managériels, ce n'est pas forcément ma philosophie. Et ce que j'ai apprécié avec cette démarche de design thinking et d'innovation que, pour le coup, je découvrais, c'est le respect de l'organisation, tout simplement parce que, on l'a dit, on l'a redit, mais je pense que c'est important de l'appuyer, c'est une démarche qui met en valeur et qui respecte le patrimoine des savoirs des agents. Et ce sont eux les experts, en l'occurrence, sur ce projet interne. Et ça a été vraiment d'un point de vue philosophie du management et de la façon dont on conduit nos projets, quelque chose de très gratifiant au final. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et on a réussi à envoyer ces rapports ce fameux soir. Merci Nils. Alors sur un autre sujet, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un sujet qui mobilisait le design, mais avec des bénéficiaires qui étaient des bénéficiaires internes, finalement. Donc on voit qu'on peut aussi faire du design sur une approche un peu plus ressource. Un autre sujet, mais toujours parler de management de la connaissance. Yann Cornen sur la partie open data et le développement au département des Pyrénées-Atlantiques de la démarche d'open data. Je ne sais pas si les micros... Allô ? Il n'y a que le mien. Bonjour, vous m'entendez ? Donc je m'appelle Yann Cornen. Je suis responsable de la mission valorisation de la donnée au conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques. Et c'est une mission qui existe depuis fin 2017, début 2018, qui a été construite après et suite à la réorganisation du département. C'est une équipe qui est composée de 6 personnes, dont moi, et qui a pour vocation effectivement à aider les différentes directions du département à valoriser ses propres données. Nous, on va mettre en place un système d'information décisionnelle et aider également à protéger les données à caractère personnel, qui est un sujet d'actualité. Donc, on va parler d'open data. Alors, en 10 minutes, ça va être un peu compliqué. On va faire qu'effleurer le sujet. Et je vais essayer de vous donner quelques clés, même si je suis un peu limité par rapport au mode de communication. Je sais qu'on est dans l'innovation territoriale, mais je vais me permettre de suggérer aux organisateurs ici présents, puisqu'on porte, si un jour il y a un autre séminaire qui porte sur l'innovation territoriale, de songer à innover sur le mode de communication. Puisque le portail Open Data, comme on dit portail, ça s'utilise sur Internet. Donc je ne peux pas vous présenter mon portail sur Internet. Donc je vais vous présenter quelques slides par rapport à ça. Donc l'Open Data est un mouvement de fond qui est né dans les années, il y a à peu près une quinzaine d'années aux États-Unis. La France a pris le chemin de l'ouverture des données à partir de 2010. Donc il y a des précurseurs, comme les grandes villes de Rennes, Paris ou Bordeaux, des départements comme la Loire-Atlantique ou la Gironde, et bien évidemment celle qui aussi
assez d'actualité et qui est assez, je dirais, qui est porteuse dans ce domaine-là, c'est la région PACA. En 2017, j'avais compté à peu près 171 collectivités qui disposaient d'un portail Open Data. Alors, je ne sais pas, on pourrait faire un sondage dans l'Assemblée, au moins pour celles ou ceux qui font partie d'une collectivité, de lever le doigt pour savoir ceux qui ont un portail Open Data et ceux qui l'alimentent régulièrement. Qui l'alimentent, hein. C'est pas tout d'avoir un portail Open Data. Hein. Ceux qui l'ont, il y a deux questions là. Ceux qui l'ont et ceux qui l'alimentent. Je crois que les deux questions sont assez différentes. Ouais, elles sont importantes aussi. Parce qu'effectivement, il y a un choix réglementaire. Hein, il y a une obligation de pouvoir mettre les données publiques sur un portail. On va en reparler. Mais il faut effectivement pouvoir les alimenter. Donc, l'État s'est saisi également de la question, hein, tout en effectivement en mettant en ligne les données essentielles à partir de 1997, en créant en 2011 la mission Etalab, qui est chargée de piloter le portail des données ouvertes via le portail datagouv.fr. Et en fait, derrière, la mission s'est amplifiée dans la mesure où il y a eu une nomination en 2014 d'un administrateur général de données. Donc globalement, les enjeux, on les retrouve toujours, c'est à peu près toujours les mêmes. Hein. Et j'ai trouvé une citation d'Axel Lemaire, hein, qui est notre ex-secrétaire d'État au numérique, qui reprend un petit peu tous les enjeux de notre département, à savoir effectivement organiser au mieux les services publics, faire preuve de transparence au niveau démocratique, pouvoir mettre en place et disposer de la donnée pour le citoyen, offrir des développements aux différentes PME, enrichir, je dirais, les journalistes, les universitaires, les chercheurs en différents matériaux pour leurs articles, leurs recherches ou leurs séminaires. Donc voilà un petit peu, je dirais, globalement un peu les enjeux qui existent. Donc pour commencer, l'ouverture des données publiques, c'est rendre des données numériques accessibles et utilisables par tous. Je dirais, la notion d'accessibilité, de publication ou de gratuité n'est pas un choix, c'est une obligation réglementaire. Donc elle repose sur des lois Le Maire, les lois CADA, les lois Walter, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais elles sont toutes au final représentées et regroupées dans le Code des relations entre le public et l'administration. Il y a la loi NOTRe qui précise qui doit être, qui précise qui doit ouvrir ces données publiques. Donc à compter d'octobre 2018, l'ouverture des données s'impose à l'État, aux collectivités qui ont plus de 50 agents ou de 3500 habitants, ça fait globalement 4000 collectivités au niveau national, et à des secteurs privés qui assurent un service de mission publique. Donc il faut prendre en compte aussi également le règlement européen sur la protection de la donnée, le RGPD. Hein, chaque collectivité maintenant doit avoir l'obligation d'avoir un délégué de protection de la donnée qui doit cartographier avec ses directions, bien évidemment, tous les traitements qui existent dans chaque direction pour gérer les risques, organiser des processus internes pour documenter la conformité. Alors vous avez devant vous aussi le délégué de protection de la donnée. Donc c'est un vaste chantier. Un peu de vocabulaire. La donnée publique, c'est une donnée collectée et détenue par un organisme public. C'est une donnée qui ne relève pas de la vie privée. Et c'est une donnée qui ne relève pas de la sécurité nationale, bien évidemment. Donc il y a 10 conditions pour être considérée comme ouverte. Il faut qu'elle soit complète. Complète, ça veut dire qu'effectivement, qu'il y ait une complétude. C'est-à-dire que quand on a des fichiers Excel, avec des champs, il ne faut pas que les 2/3 soient vides. Ça ne sert à rien. Qu'elle soit primaire, c'est-à-dire qu'elle ne soit pas agrégée, qu'il n'y ait pas eu un traitement, un retraitement de retraitement. Donc il faut qu'elle soit la plus primaire possible, la plus d'origine. Opportune, à jour, compréhensible et documentée, accessible à tous pour tous les usages, exploitable, sans discrimination, avec un format non propriétaire. On peut en mettre, mais ça peut être aussi des formats non propriétaires, puisqu'il y a des gens qui utilisent des formats libres. Libre de droit et accord de la direction d'ouvrir à l'extérieur. Alors je dis ça parce qu'effectivement, souvent les directions, dès lors qu'on leur demande
d'ouvrir des données au public. Attention, non, c'est à nous, il faut faire attention, on ne sait jamais. Enfin, donc on essaye un petit peu, dès lors qu'on fait un inventaire de données, d'établir une liste de données qui sont dites publiques, qu'il y a une instance d'arbitrage qui se fait à différents niveaux pour pouvoir après ouvrir les données. Donc libérer les données, ça ne s'improvise pas. J'ai une équipe, comme je le disais au départ, on est 6 personnes. J'ai une personne qui est dédiée uniquement à l'open data. J'ai une autre personne qui s'occupe de l'administration des données. Et actuellement, on est en train d'acquérir un outil de catalogage de données au sein même de la direction, qui est capable de sonder, scanner, crawler, peu importe le mot, mais qui va aller capter automatiquement tous les champs de toutes les applications, qui nous fait une préqualification. Et en plus, comme on a des thésaurus qui nous permet de conceptualiser ces champs-là, on peut les associer notamment au thésaurus du RGPD, par exemple, pour voir la volumétrie des données nominatives qui sont critiques, par exemple. Et j'ai 3 techniciens qui sont amenés à travailler sur la production de données géographiques, puisqu'on est un peu issus tous de la géomatique, donc de tout ce qui est production de systèmes d'information géographique. Et par rapport à l'open data, on s'appuie sur une licence, la licence ouverte Etalab, qui offre une grande liberté en fait, de réutilisation de la donnée, tout en nous apportant en fait, une sécurité juridique pour les producteurs et les réutilisateurs de données. Et bien évidemment, il y a une méthode à mettre en place. Donc avant de pouvoir ouvrir des données, il faut savoir qu'est-ce qu'on a. Donc quand je vous parlais effectivement d'avoir un outil de catalogage de données, ça nous permet, nous, directement, de savoir et de connaître le patrimoine informationnel qu'on a dans l'ensemble de la maison. Parce qu'il faut savoir qu'effectivement, dans une direction, on peut travailler sur une thématique. Je vous donne un exemple, les bâtiments. Donc on a ce qu'on appelle les services départementaux sur l'enfance et l'insertion qui sont répartis sur l'ensemble des territoires. Eh bien, figurez-vous qu'ils sont codifiés d'une certaine façon dans une application qui parle de l'autonomie, dans une autre application qui parle de social aussi, mais il n'y a pas les mêmes codifications. Donc chacun fait ses petits trucs dans son coin, c'est très cloisonné. Donc c'est un peu compliqué pour travailler. Donc le fait déjà de faire un inventaire complet de ce qui existe et de voir ce qui est redondant d'une direction à une autre permettra peut-être un jour d'optimiser tout ça. Donc on fait un répertoire et on crée un catalogue de données. Donc ça c'est en cours. On formate, c'est-à-dire nettoyer, s'appuyer sur l'automatisation. Parce que l'open data en fait, vous allez le voir, vous inquiétez pas. L'idée c'est d'automatiser au maximum les retours et pour la valorisation des données sur ce portail. C'est-à-dire qu'on va faire des requêtes différentes dans les différentes applications, planifiées et qui rentrent directement dans l'open data. Donc on ne fait qu'une seule saisie dans l'histoire. Ça veut dire que derrière, si on veut mettre des informations sur l'open data, on pourra mettre des jeux de données, ça c'est pas un problème, mais on veut aller plus loin. On veut aussi effectivement porter à connaissance au grand public, mais ce que je vous disais tout à l'heure, puisque c'était un peu le titre, c'est de pouvoir utiliser cette open data aussi en interne, et de l'utiliser comme un outil d'aide à la décision et pour améliorer la qualité de la donnée, et pour décloisonner un peu les silos qui existent. Donc l'idée c'est d'automatiser et puis de montrer effectivement que la donnée, elle peut sortir avec une seule saisie pour être valorisée ensuite. On parlait de sens ce matin, je ne sais plus la personne qui parlait de sens dans le travail. Je pense que c'est un sujet qui est très 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 important, surtout dans le cadre quand on a une réorganisation chez nous qui a fait beaucoup de mal. Retrouver du sens dans le travail est important. Alors, quel est le rapport avec l'open data? C'est que déjà, quand on fait de la sensibilisation auprès des directions, le fait de montrer une vitrine avec différents modes de représentation de la donnée, que ce soit statistique ou géographique, dès que les personnes en face voient ce qu'ils ont saisi, qui sont représentés d'une certaine façon et représentés en forme d'indicateur et valorisés, là, on a gagné. On a franchement gagné. Valider, c'est s'assurer des droits de propriété sur les données. Donc effectivement, il faut qu'on se rapproche aussi par rapport au RGPD. Donc il faut être conforme. Et publier dès qu'effectivement il y a une validation qui est faite et identifier les besoins en API. Moi ça, je vous en parlais tout à l'heure.
Donc bon, ça c'est l'hyperlien. Hein. Si vous avez de la Wi-Fi dans l'assemblée, vous pouvez... voici le lien. Donc je vous montre direct, brut de décoffrage, en fait, le portail avec un aspect un peu figé. On a dans le portail 91 jeux de données qu'on souhaite alimenter régulièrement par mois. On va faire le relais avec les réseaux sociaux pour que les gens puissent y accéder. Alors, quand je disais tout à l'heure de mettre à disposition les données aux citoyens, il ne faut pas être dupe. Hein. Le citoyen lambda, même s'il est très intelligent, n'a pas forcément déjà connaissance des portails open data qui existent de part et d'autre au niveau des collectivités. Et souvent, l'open data est utilisé par des entreprises, par des partenaires ou des collectivités. On verra peut-être à l'avenir si les citoyens pourront s'approprier ce genre de portail. Toujours est-il que voilà, donc on essaie d'alimenter au fur et à mesure ce portail-là. Et donc, c'est une solution qu'on a eue avec la start-up parisienne Open Data Soft, qui nous propose en fait une plateforme qui est entièrement personnalisable. Donc il suffit de savoir un petit peu mettre les mains dans le cambouis dans du langage HTML ou du CSS, et on arrive à ce genre de choses. Mais je vous rassure, hein, ça c'est le back-office, hein, derrière, c'est les administrateurs qui travaillent dessus. Mais on peut être assez réactif si on nous fait des demandes de valorisation de données. Donc en fait, il y a 3 usages complémentaires hein, qui se construisent autour de cette plateforme. Vous pouvez explorer, donc utiliser une simple recherche par mots-clés, tout simplement. Donc vous avez la liste des jeux de données qui existent, donc ça fait déjà office de catalogue. Et ensuite, vous avez la possibilité en fait de pouvoir voir, si vous avez envie de savoir l'accident corporel de la circulation dans les Pyrénées-Atlantiques, de connaître la liste au niveau tableur Excel, une carte des analyses et un export possible, puisque vous pouvez exporter avec les outils que vous souhaitez utiliser. Donc à partir de là, en fait, on peut rentrer dans le détail. Donc là, j'ai fait un filtre sur le budget. Alors il y a différents budgets. Les budgets anciens sont en format PDF, donc ça c'est quelque chose de figé, donc c'est pas très open data. Donc on essaye de rendre ça un peu plus dynamique. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il faut essayer de rendre ça un peu automatique. Donc on utilise des applications métiers comme Astre, pour ceux ou celles qui connaissent, qui permettent en fait de suivre un petit peu les finances hein, et les subventions qui sont gérées au sein même du département. Et en fonction des indicateurs qu'on a envie de suivre, de rapatrier une requête automatique dans le site FTP de l'Open Data et de pouvoir valoriser les données. Donc on est en train de travailler là sur un baromètre départemental. On commence par le budget puisque c'est quelque chose qui est important et qui permet en fait d'associer les montants avec tout ce qui est politique, mission, action et enveloppe. Donc pour nos décideurs, c'est quelque chose de très important. Et en plus, c'est réactif puisque dès lors qu'il y a des saisies qui se font sur Astre, en temps réel, pratiquement, vous avez les éléments qui sont à jour. Donc là, on a fait un filtre sur le budget. Là, bon, je vous présentais un petit peu l'information qui est associée. Et là, il y a un mode de représentation qu'on a fait donc sur le budget de 2019 en analyse. Et qui, vous allez avoir les bandeaux sur le côté gauche là, qui vous permet de sélectionner par filtre les différentes informations, que ce soit sur les dépenses ou sur les recettes. Donc dès lors qu'on clique sur le fonctionnement, par exemple, ici dynamiquement, tout ça, ça va changer. Toutes ces informations sont dynamiques. Donc tout ça, c'est recalculé tous les 5 minutes. Là, j'ai fait un lien sur l'aménagement, déplacement, bâtiments et départementaux. Les montants correspondent par rapport à ce qui est saisi dans Astre. Là, je descends sur le déplacement et infrastructure durable. Là encore, on descend sur le budget par action. Et après, on descend sur l'enveloppe. Donc tout ça pour dire en fait que l'open data a plusieurs vocations. Il a une vocation effectivement à pouvoir représenter de la donnée brute de décoffrage, mais aller beaucoup plus loin que ça. Donc il y a une vision effectivement externe, grand public. Là, on va essayer effectivement de pouvoir quand même rendre les choses propres pour que les gens puissent les utiliser. Mais je reste persuadé qu'en interne, on va avoir un outil qui va être super performant et qui va être utilisé pour plusieurs raisons.
pour nos décideurs, puisque ça peut être un outil d'aide à la décision. Et en plus, on est réactif, puisqu'on s'appuie directement sur les applications métiers et les requêtes sont automatisées automatiquement. Et on va descendre en granulométrie assez fine. Donc il y aura l'aspect macro pour nos décideurs, jusqu'aux services qui pourront aussi avoir à disposition cet outil. Donc ça veut dire que derrière, quand je parlais de sens de travail, c'est dès lors que quelqu'un qui va saisir de la donnée, il pourra même la voir lui-même sur le portail. Parce que chacun d'entre vous peut utiliser ce portail-là, parce que je vous parlais d'explorer, mais vous pouvez créer vous-même, tous. Vous allez sur le portail, vous créez vos propres cartes, vos propres graphes, avec vos propres données. Donc c'est très très avantageux. Et donc après, on peut faire l'exploration, la création et la réutilisation. Alors là, on pourra rentrer plus dans l'innovation. C'est-à-dire que derrière, là, on fait appel plus à des développeurs, puisqu'on a la possibilité de proposer ce qu'on appelle des API. Donc ça s'adresse aux développeurs pour concevoir des applications web. Donc je ne sais pas si vous avez entendu de temps en temps sur des collectivités qui se lancent dans ce qu'on appelle des hackathons, qui permet effectivement de s'appuyer sur des données publiques pour lancer des applications qui répondront aux services pour le citoyen général. Donc sur des thématiques. Je sais que l'IAE de Pau-Bayonne va lancer à l'automne un hackathon. Donc il faudra peut-être qu'on s'articule entre nous pour essayer de dire, voilà, ce serait peut-être intéressant de pouvoir s'appuyer sur des données qu'on retrouve sur l'open data pour essayer de monter des applications. Donc tous les sujets peuvent être retenus. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci M. Cornen. Sur un sujet complémentaire, Pierrick Rode. Bonjour à tous, Pierrick Rode, je suis directeur général des services de la communauté d'agglomération du bassin d'Arcachon Nord. Je vais vous faire une présentation qui est un petit peu à rebours de l'approche qu'on peut avoir du numérique dans l'innovation, en partant notamment d'une expérience de mutualisation qui a été faite à Bordeaux Métropole. Donc un projet important puisqu'on est passé de 2500 à 10 000 agents, qu'on a transféré 700 applications, 800 marchés, donc un projet avec de multiples intervenants et qui ont démontré certaines limites dans la conduite du mode projet, et en tout cas l'information sur le mode projet. Pourquoi ? Parce qu'on intervient dans des organisations qui sont plus complexes qu'une entreprise. On a parfois plus de 200 métiers dans nos organisations. On a également une double hiérarchie, une hiérarchie politique et une hiérarchie administrative. On a parfois des services qui sont territorialisés et on voit que la matrice de décision n'est pas seulement à 2 entrées, mais parfois à 3 entrées ou 4 entrées, ce qui complexifie non seulement la prise de décision, mais aussi l'information que l'on peut faire à chacun des niveaux de cette organisation complexe. Au final, on se retrouve avec des objectifs qui sont multiples et parfois différents selon les personnes à qui on peut s'adresser sur un même projet, et pas toujours connus de tous, ni partagés. On se retrouve aussi dans ces organisations complexes avec des niveaux de validation qui sont parfois très importants. Donc sur les grosses collectivités dont certains font partie, j'en ai dénommé jusqu'à 9, et avec des retours qui sont parfois contradictoires entre la direction des finances, la direction du contrôle de gestion ou des affaires juridiques, ce qui ne facilite pas le rôle du chef de projet. On se retrouve du coup avec une dissymétrie d'information où il est difficile d'informer en même temps la direction générale, les fonctions techniques, les fonctions support, les partenaires extérieurs à la collectivité, les partenaires sociaux, les élus. Et donc du coup avec cette dissymétrie d'information qui génère de l'agacement, voire du conflit. Et si on se projette au niveau d'un portefeuille de projet, on se rend compte que cette diffusion d'informations est encore plus compliquée à diffuser, ce qui génère aussi de l'incompréhension chez les agents et de la motivation, et un problème de motivation chez les agents qui ont l'impression de ne pas connaître l'ensemble des projets de la collectivité et parfois d'apprendre l'avancement des projets dans la presse. Vous en avez tous fait déjà l'expérience. Une application informatique
a une capacité très puissante, on l'a vu à travers les présentations précédentes, notamment en termes de gestion de cette complexité. Par contre, elle n'assure pas toujours la dimension managériale nécessaire à l'assimilation de ces informations par les agents. Y compris au sein d'un projet, on peut se retrouver avec une différenciation des buts poursuivis par chacun des agents participants au groupe projet. Et pour faire un petit peu caricatural, chacun va pouvoir poursuivre un but un petit peu différent. Le gestionnaire financier va poursuivre une logique financière, le responsable juridique une logique juridique, le responsable technique un volet qualité, l'élu éventuellement un calendrier, et chacun va se retrouver avec des objectifs poursuivis dans le mode projet un petit peu différent. Et ce, avec le risque d'oublier la nécessité de réussite collective et la direction commune que doit prendre le projet ou le portefeuille de projet. Au final, on se retrouve avec des agents qui ont le sentiment parfois de ne pas être associés, qui ne connaissent pas les projets de la collectivité. Pour une agglomération, on peut se retrouver avec des projets qui sont menés sur une des communes, mais des élus, des maires, et qui n'ont pas été informés de l'intervention des services de l'agglomération sur le territoire donné, donc avec un agacement également du maire au-delà du dessaisissement des transferts de compétences à l'agglomération, le fait de ne pas être informé de la réalisation des projets sur son territoire. Et puis une incompréhension entre les services avec, et vous en avez aussi tous été témoins, des mails parfois désagréables, à minima, entre collègues, qui pourtant s'apprécient, mais qui peuvent vite tourner, et en quelques minutes, puisque généralement les réponses sont faites en quelques minutes, au pugilat entre services. Donc, bon, j'ai inventé, vous imaginez bien que ça n'arrive pas dans ma collectivité, inventé un échange de mails, mais que vous avez aussi tous connu. Par exemple, 6 juin, le CCTP, merci de votre retour pour demain, car le marché doit partir. Réponse du service marché. Comme je vous ai déjà signalé à plusieurs reprises, le service marché n'a pas que votre demande à traiter. Je vous répondrai plus tard. Réponse du service études et marchés. Je mets mon directeur et ma DGA en copie. Comme tu sembles l'oublier, le dossier est à rendre. Et si tu ne le rends pas, tu assumeras le retard dans ta réponse. Réponse, le temps que vous adoptez est inadmissible. Il est hors de question que je vous réponde dans ces conditions. Et vous voyez que le projet risque de ne pas très bien fonctionner. Le tout remontant au directeur général des services avec une demande d'arbitrage que le DGS est bien souvent le moins bien placé à pouvoir apporter sur des réponses très techniques et très opérationnelles entre différents services. Et au-delà de ça, surtout sur lesquelles les réponses que pourraient apporter les services seraient bien plus adaptées que celles que le DGS va pouvoir apporter. Alors, face à ces constats, donc je force le trait bien sûr, mais l'idée m'est venue en visitant une usine de bateaux à Bordeaux qui a mis en place du lean management. Alors pas le lean management qu'on connaît dans l'industrie alimentaire et qui conduit à presser toujours plus les agents pour produire, mais sur les aspects positifs du lean management, avec une déclinaison de l'importance du visuel dans la gestion du quotidien. Donc qu'est-ce que fait le directeur de l'entreprise? Il passe tous les matins dans les différents stands. La construction d'un bateau, c'est la chose suivante. Il y a 10 ou 12 stands qui permettent à la chaîne de construire une partie du bateau. Donc les uns vont construire la coque, les autres la cuisine, les autres le pont, le gréement, etc., etc. Et au final, on sort 3 bateaux par jour de l'usine. Donc que fait le chef de l'usine? Il passe tous les matins au sein de ces différents chantiers et il regarde sur des... Alors le viseur ne fonctionne pas, mais il va dans chacun des ateliers et regarde en 5 minutes, il sait si chacun des ateliers est en capacité de produire ce qu'il doit produire pour sortir les 3 bateaux. Et s'il s'aperçoit que sur la chaîne de production de la coque, il y a un retard, il sait que tous les autres ateliers vont prendre du retard. Et donc du coup, il a la capacité de dire, s'il a un voyant rouge ici, je vais dépêcher quelqu'un d'un autre stand pour aider et ne pas prendre de retard. Donc avec un management hyper réactif
et surtout qui ne l'oblige pas à rentrer dans les tableaux de bord pas toujours mis à jour et parfois un petit peu complexes, et en hyper-réactivité sur ce qui se passe dans la collectivité. De plus, le rôle du manager, ce n'est pas d'aller engueuler les collègues qui travaillent sur l'atelier, mais surtout de les aider à trouver des solutions. Autrement dit, quand il constate qu'il y a un retard, il va essayer d'appuyer ses managers intermédiaires pour trouver une solution. Et enfin, surtout, il va demander à chacun des agents et des collègues comment est-ce qu'il peut l'aider et quelle solution lui propose pour pouvoir l'aider à trouver la solution. Donc avec quelque chose qui est souvent très opérationnel et bien plus adapté que si une décision était prise en comité de direction éloigné de l'atelier. Alors comment est-ce qu'on peut appliquer cet exemple en collectivité? L'idée de pouvoir sortir les tableaux de bord des tiroirs. Donc comme je vous le disais, c'est des solutions très simples par rapport à toutes les applications qu'on peut construire et qui mettent parfois beaucoup d'ingénierie et beaucoup de temps à être mises en place dans les collectivités. On sait que les démarches pour mettre en place ce type d'application, c'est parfois 1 an, 2 ans, que ça demande beaucoup de temps et d'énergie pour associer tout le monde. Là, l'idée est très simple, c'est de dire on sort le portefeuille de projet en diagramme de Gantt, on le met dans le couloir, donc accessible à tous, donc non seulement aux agents, mais aussi aux élus. Et sur la base de ce diagramme de Gantt, on fait des réunions debout, en identifiant sur chacun des projets, et sans rebalayer tous les projets, parce que sur un portefeuille de projet, ce serait trop long, les projets sur lesquels il y a une difficulté. Ce qui fait que le responsable marché va pouvoir dire ah bah, il y a un décalage sur la mise en place de ma zone d'activité à marche prime, donc je vais devoir recaler mon planning projet et l'intégrer dans mon plan de charge. Le responsable de la communication va pouvoir décaler la date de la première pierre. Le responsable des finances va pouvoir décaler l'inscription des budgets au PPI. Et chacun, sur la base de sa responsabilité, va prendre des décisions qui lui incombent et qui relèvent de sa responsabilité pour mieux faire fonctionner le projet et dans un but commun. L'idée est de trouver des solutions collectives s'il y a une difficulté et que chacun puisse intervenir en répondant au chef de projet, chacun avec sa spécificité. Et enfin, l'idée de pouvoir amender le visuel de manière à ce qu'à la réunion suivante qu'on fait avec les élus, on puisse reprendre exactement le même livrable, donc sans travail complémentaire, ce qui dans des temps très contraints, parfois entre le comité technique et le COPIL, on n'a pas le temps de remouliner tous les outils de présentation, de gestion de projet, etc., permettent, sur la base de ce visuel-là, de reprendre exactement les mêmes informations et de pouvoir dire aux élus, ben voilà, le livrable, il n'intervient pas à ce moment-là, mais plutôt à ce moment-là, pour telle et telle raison. Et on a à la fois le suivi de l'archivage des évolutions et les nouveaux objectifs qui sont exposés et connus de tous à tout moment. C'est-à-dire qu'en dehors également des temps officiels de réunion et des temps de partage officiels de réunion, chacun, et ça peut être le cas parfois des élus, s'il y a des présentations en COPIL qui n'ont pas permis d'aborder tous les sujets, peut revenir voir la date donnée sur un endroit identifié, mis à jour et connu de tous. Alors, voilà. Voilà, donc les effets, on se retrouve avec un partage au sein des équipes, un partage avec les élus, et puis surtout également une connaissance de tous les agents et de tous les élus des projets sur l'ensemble du territoire. Donc on n'a pas une information ciblée auprès d'une direction ou d'un élu sur les projets seulement qui le concernent, mais il a la possibilité également d'accéder à tous les projets, ce qui est souvent difficile en communication puisqu'on peut avoir tendance à cibler uniquement la communication sur le centre d'intérêt de l'interlocuteur. On peut gérer également le portefeuille de projet et on a à tout moment une maîtrise, et ça c'est une attention forte du directeur général des services en lien avec les élus, une maîtrise du respect des délais, des coûts, des objectifs, quasiment en un seul clin d'œil. Alors comme vous le voyez, on a mis juste un diagramme de Gantt, mais les outils peuvent aussi être étoffés par d'autres outils de gestion et de suivi, notamment sur le coût par exemple. Toujours en visuel pour permettre d'avoir cette information permanente sur le projet. Ça renvoie également à un rôle du manager qui permet, comme je disais tout à l'heure sur l'entreprise de création de bateaux, de construction de bateaux, d'identifier
les difficultés de tous les collaborateurs pour achever le projet dans les temps, et surtout de passer d'une posture de contrôle à une posture d'aide et pour trouver des solutions communes pour régler une difficulté. Et enfin, la représentation graphique permet de partager la responsabilité autour de réalisation d'objectifs communs et connus de tous, sur lesquels chacun peut apporter des solutions adaptées et très opérationnelles sur les difficultés rencontrées. Voilà, j'en ai fini. Merci, Monsieur Rode. Alors, sur ces 3 présentations assez différentes, on est, somme toute, dans le vocable du management de la connaissance. On a vu 3 illustrations assez différentes mais complémentaires. Regardons ce que nous dit Olivier Coussy là, de ce qu'est le management de la connaissance d'un point de vue un peu plus conceptuel. Oui, merci David. Bonjour à toutes et à tous. Donc il me revient à 10 minutes. 2 minutes, il me revient à la lourde charge de vous faire passer de la phase du processus de gestion à éviter le processus de sieste qui normalement est consécutif au premier. Donc on m'a demandé de donner quelques définitions et concepts. Alors si ça veut bien... Ah, voilà. Est-ce que c'est la bonne ? Ouais, voilà, donc la 2. Donc l'idée de la gestion des connaissances qu'on appelle le knowledge management, en anglais, c'est d'essayer d'aller plus loin que pour les organisations que ce qu'elles sont, et dans un souci souvent associé à la compétitivité, même si dans la sphère publique, la compétitivité peut refléter d'autres enjeux que celui simple du gain à court terme qu'on peut avoir dans le secteur privé, et surtout d'ouvrir la voie à des stratégies coopératives dans lesquelles on considère que la matière première, c'est l'intelligence, et que la connaissance est une ressource. Et on va passer d'une ressource matérielle, d'une ressource physique, traditionnellement utilisée dans les organisations, pour considérer que la connaissance est aussi une ressource. Avec comme ambition de remettre l'homme avec un grand H ou la femme avec un grand F, puisqu'il faut faire attention à ça, au centre des préoccupations, au cœur du processus de création de valeur et d'innovation. Et là, on voit que la valeur, c'est indépendant, qu'on soit dans la sphère publique, l'organisation publique ou l'organisation privée. Il y a des fois des valeurs marchandes, mais dans la sphère publique, il y a d'autres types de valeurs, le bien public, et que c'est pas... il n'y a pas d'antagonisme à pouvoir faire ça. Ceci dit, on remarque, même si ce secteur du knowledge management n'est pas si récent que ça, on y reviendra un peu après, que cette démarche elle est encore trop timidement présente dans les organisations privées, publiques, parce que ce sont plus souvent des initiatives sporadiques, isolées, et que les résultats sont parfois assez décevants. On pourrait s'interroger d'ailleurs, pourquoi sont-ils décevants, et peut-être une petite piste à la fin de mon intervention. Oui. Alors au départ, il y a peut-être un malentendu aussi. C'est que le knowledge management a été traduit de manière un peu abusive au départ en français par gestion des savoirs, voire capitalisation des savoirs. Et ça a fait quelque part beaucoup de tort à la discipline. Puisque on y a vu, et c'est bien, si c'est un processus, c'est pas forcément une procédure qu'il faut mettre en œuvre, et surtout pas un processus obligatoire de capitalisation des connaissances qui reviendrait en fait à faire une autre corvée bureaucratique de plus dans l'ensemble des corvées que les organisations publiques auraient à faire, qui ne dégage pas forcément de la valeur, tout du moins de la valeur qui est faciale, dont on s'aperçoit à court terme, et donc la conséquence directe, c'est assez peu motivant. Or, l'homme, il est porteur de création, il est porteur et créateur de connaissances. Celles-ci sont vivantes, en perpétuelle transformation, et donc l'objectif, ça va être de rendre tangible, en fin de compte, tout ça. Et donc, il faut créer des conditions favorables à l'intérieur des organisations pour créer, échanger, réutiliser des connaissances dans des processus et dans les projets de l'organisation, comme on vient de le voir. Tout ça pour créer de la valeur. Ça suppose que déjà, on soit au clair sur ce qu'est la valeur de l'organisation. Et que surtout dans la collectivité dans laquelle elle va se mettre en place, qu'elle soit au clair dans les valeurs qu'elle veut promouvoir et sur lesquelles surtout elle veut capitaliser. Sachant que ces conditions favorables, elles ne sont pas uniquement technologiques, et il y a souvent un réductionnisme technologique, on y reviendra à la fin. Il y a des facteurs culturels et humains, en termes de confiance, de motivation au partage,
Surtout que le knowledge management, ça fait appel à 2 des 5 règles de l'information stratégique. La première, c'est que toute information suscite intérêt, convoitise et pouvoir. La deuxième, c'est que ce pouvoir, il est temporaire. Puis il y en a une troisième aussi, c'est que l'information stratégique et la culture et l'économie de l'information stratégique, c'est une économie de troc. Je donne si je reçois. Et je reçois, donc je donne. Et ça, on l'oublie un peu. Et donc, quand on est là-dessus, ça veut dire qu'il y a des jeux sociaux qui vont se mettre en place. Il y a des facteurs organisationnels, et on a parlé depuis ce matin des problématiques de transversalité. Et puis, il y a des facteurs stratégiques, puisque forcément, une stratégie et un processus de capitalisation des connaissances ne peut pas être déconnecté de la vision stratégique de l'organisation, comme on a vu ce matin dans le management de l'innovation publique aussi. C'est la même chose. Il faut qu'on soit en ligne, et c'est d'abord la stratégie pour ensuite mettre en place un processus qui pourrait être un processus vertueux. Ouais, alors, c'est le début de l'histoire n'est pas si récent que ça, parce que même Taylor, quand il fait l'organisation scientifique du travail, il fait du management de la connaissance. On ne le dit pas, mais c'est exactement ça. Il fait l'inventaire des compétences et des savoir-faire, et il essaye d'optimiser tout ça, de sorte à ce que tout le monde puisse le répéter. Mais en fait, le premier à avoir vraiment conceptualisé ça, c'est Peter Drucker, qui nous dit que le facteur de production décisif, la ressource réelle qui commande tout, ce n'est plus le capital, ni la terre, ni le travail, c'est le savoir. Mais les véritables pères du knowledge management, ça va être Nonaka et Takeshi, deux Japonais, qui vont créer une sorte de modèle de création de connaissances, qui va être un processus de combinaison et ou de recombinaison de connaissances antérieures. Et tout ça autour d'un modèle que je ne décrirai pas ici, mais qui s'appelle le modèle SEKI, pour sociabilisation, externalisation, combinaison et internalisation. Et en fait, c'est quoi? C'est tout simplement qu'on va passer sous forme de boucle itérative de connaissances tacites à connaissances explicites. Et que ces combinaisons dans un cycle vertueux et continu, qui ne s'arrête jamais, va faire qu'on va passer d'une connaissance assimilée, puis à une connaissance conceptuelle, qu'on va ensuite être capable de rendre à l'échelle du système, donc ça va être une connaissance systémique, pour en fait la rendre actionnable, puisque la connaissance n'a de valeur que si elle est vraiment actionnable, et surtout dans les sciences de gestion. Et donc là, on fait une connaissance opérationnelle. Mais ce n'est pas fini. Ce n'est pas parce qu'on est arrivé à une connaissance opérationnelle que c'est la fin de l'histoire, au contraire. Et il va falloir recommencer, parce que cette connaissance opérationnelle, elle va redevenir tacite dans les organisations, et il va falloir l'assimiler, et etc. etc. Donc voilà un petit peu les fondements, en fin de compte, de ce que va être un processus de knowledge management, sachant que Socrate ne nous disait pas autre chose, puisque Socrate nous disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Et donc, pour être capable d'interagir avec l'environnement, il faut d'abord se connaître parfaitement. Et là, on peut avoir 2 outils principaux qui sont assez intéressants à mettre en œuvre et très très simples. C'est les outils classiques des sciences de gestion. Le premier, c'est le benchmarking. Si je veux bien me connaître, je vais peut-être essayer de connaître quelqu'un de comparable à moi, de comprendre comment lui fonctionne, et ça va m'éclairer sur moi, mes propres pratiques. Il y a des grandes entreprises qui le font de manière ouverte. Le benchmarking, ça se fait de manière ouverte, et ça fonctionne pas mal. Et puis ensuite, quand on a passé ce stade-là, il me faut des fois un regard extérieur à l'intérieur, pour pouvoir être capable de comprendre ce que je suis. Et là, on va utiliser des experts qui vont faire une sorte d'audit interne pour arriver à aller plus loin. L'autre slide, dans l'évolution des systèmes de gestion des connaissances, en fin de compte, c'est représenté ici comme un continuum, mais ça ne l'a pas du tout été dans l'histoire de cette discipline. On est passé d'un système purement de capitalisation au départ, avec des systèmes experts, le stockage de connaissances dans les années 80, pour aller progressivement au partage, puis à la personnalisation, la collaboration. Et aujourd'hui, on est forcément dans le 2.0, voire le 4.0. Maintenant, c'est le 4.0, on a sauté le 3, c'était plus facile. Où là, on est sur le numérique a pris le pas, et on parle d'autres choses, que les réseaux sociaux viennent alimenter d'autres choses. Donc là, ici, ça a sauté. Voilà, donc en fait, nos managers dans les organisations et les collectivités territoriales vont
mobiliser quotidiennement des savoirs pour agir avec effectivement des publics qui vont être différents, à la fois leur propre administration, des élus et des citoyens. Et donc, toutes ces expériences vont nourrir de nouveaux savoirs. Et la gestion de ces connaissances, c'est quelque chose de central dans le management de l'action publique. Il y a des déclencheurs à tout ça. D'une part, les pyramides des âges, avec des départs à la retraite qu'on subit le plus souvent, et on oublie qu'on a besoin de ne pas perdre ces connaissances. Dans les organisations privées, ça a été un des facteurs déclenchants en premier de la gestion de la connaissance. On en a parlé depuis ce matin, les cloisonnements organisationnels, les difficultés à identifier certaines expertises à l'intérieur des organisations, et puis surtout la volonté de partager des bonnes pratiques. Et dans les pratiques potentielles qu'on pourrait développer, effectivement, la création de bases de connaissances, la localisation de l'expertise et la mise à niveau et la mise en réseau des acteurs, le déploiement de conditions qui favorisent la diffusion de connaissances, et puis la gestion et l'évaluation des actifs immatériels. Ça, dans les entreprises privées, évidemment, les actifs immatériels ont de la valeur aujourd'hui. Il faut arriver à transcrire, en fin de compte, ces actifs immatériels pour la collectivité, pour montrer aux citoyens qu'elles ont tout autant de valeur que dans une entreprise privée. À ceci, on pourrait rajouter d'autres pratiques, la capitalisation des ressources, des retours d'expérience, des bases de données clients ou fournisseurs, on l'a vu depuis ce matin, et puis des modules de formation, d'e-learning en interne dans l'organisation, qui permettent d'aller plus loin. Derrière tout ça, il y a des enjeux pour les collectivités territoriales. Ils sont de 3 ordres. Un enjeu stratégique, organisationnel et ingéniérique. Du point de vue stratégique, c'est d'être capable de... On ne peut pas faire de stratégie si on n'a pas défini les frontières de son organisation. Et donc là aussi, on doit être en lien avec les résultats de l'action publique. Dans ce cadre, si on reprend l'exemple des outils d'open data, ils vont renforcer des logiques de transparence et de pilotage. Donc c'est des acteurs de la démocratie. Et ils vont, ou ils peuvent contribuer à légitimer l'action publique ou les actions publiques vis-à-vis des parties prenantes. Il ne faut pas être dupe, c'est aussi des outils idéologiques. Toute stratégie d'open data est porteuse d'une idéologie derrière. Et donc il faut être bien au clair sur la compatibilité de ces idéologies avec ce qu'on veut faire vis-à-vis des citoyens et des parties prenantes. D'un point de vue organisationnel, il faut se dire que ça va contribuer à transformer la bureaucratie face à ces fameux silos, évidemment en favorisant transversalité et décloisonnement. Et là, de ce point de vue-là, les communautés de pratique et favoriser des communautés de pratique à l'intérieur des organisations publiques peut être une bonne idée. Et puis, d'un point de vue ingéniérique, il faut être capable de créer les conditions du déploiement. Et donc, il y a quelques problématiques. Dans le petit film du départ, on en parlait. C'est un problème de méthode. C'est-à-dire, c'est la différence entre est-ce que la prose de M. Jourdain est quelque chose, est un art? Non. C'est parce que c'est pas voulu, c'est pas systématisé, c'est pas écrit comme de la prose quand il parle. Donc on ne fait pas de la gestion des connaissances sans méthode, sans vouloir en faire. Et donc il faut se poser la question de comment on va cartographier ces connaissances et comment on va les organiser. Et ça se fait avec méthode. Et puis ça va provoquer aussi du changement, donc avec des irritants potentiels. Et donc il faut s'interroger sur comment amener les managers publics à changer leur modalité d'action. Et pour conclure, la dernière chose dont on pourrait s'interroger, c'est effectivement, est-ce que ce ne serait pas une nouvelle mode aussi? Depuis ce matin, c'est même la question qu'on pourrait poser à chacune des sessions, sur le management de l'innovation, le design thinking, encore une nouvelle mode. Un de mes collègues tout à l'heure disait c'est ces fameux mimétismes, voilà. Et pour échapper à ça, il faut éviter que, par exemple, la technologie vienne, en fin de compte, réduire tout le processus de gestion des connaissances à l'intérieur de l'organisation à un simple problème technique et prenne le pas sur en fait ce pourquoi c'est fait. Et en fait, il ne faut pas oublier que c'est fait pour provoquer, pour permettre les conditions aussi d'une innovation à l'intérieur de l'organisation. Et de ce point de vue-là, pas uniquement transposer un outil du privé dans la sphère publique sans s'interroger là-dessus. En toute fin pour le dernier... ça y est, il y a été. En fait, nouveaux enjeux qui apparaissent, c'est prendre en compte les jeux sociaux qui peuvent exister à l'intérieur de l'organisation entre les individus quand on met en place ce type de démarche, parce qu'il y a un apprentissage par l'expérience et en situation, c'est la condition.
Il faut former les managers à venir identifier en fin de compte ces briques de connaissances et comprendre ce qui ressort de l'émotionnel, de l'affectif et de la stratégie individuelle. Parce qu'à chaque fois qu'on va demander à quelqu'un de formaliser sa connaissance, derrière, il a une sensation de perte. Et cette sensation de perte, si elle n'est pas compensée par quelque chose, il y a de fortes chances pour que derrière, il y ait des frustrations, voire des pertes de sens complètes, voire de valeur. Et puis, quelque part, dans le processus global, c'est se dire que cette notion de gestion de la connaissance, elle peut permettre de construire des politiques publiques fondées sur la connaissance et passer à quelque chose qui fasse que le modèle politique et le management politique se fondent sur la production de connaissances internes à l'organisation publique. Merci Olivier de cette présentation. Et du lien avec les 3 interventions préalables. Comme on l'a fait tout à l'heure, pour le temps qui nous reste pour cette table ronde, avant de faire une pause et de passer à la dernière table ronde, des questions à nos intervenants sur les thématiques qui sont évoquées. Qui se lance dans la salle? Il fait assez chaud là, non? Ou c'est moi, je ne sais pas. Mais... Et là, on a un chauffage à côté. Ah, il y a ça aussi. Des questions? Un micro doit circuler, je ne sais pas qui est là pour passer le micro. Ah, Yetesha qui est là. Une question ici. Juste parce qu'il faut une première question. La longueur et la hauteur des couloirs dans lesquels vous affichez les projets. On a sélectionné les principaux projets, bien sûr, mais j'invite chacune des directions à faire la même chose dans les couloirs de chacune des directions. C'est-à-dire que moi j'ai affiché les projets devant la salle du bureau des élus, de manière à ce que, aussi quand on attend devant le couloir, on puisse jeter un œil sur les projets et puis se les remettre en tête si besoin. Mais chacune des directions est invitée à faire la même chose sur des projets d'intérêt direction. Et de la même manière, ma direction des marchés publics a fait la même chose sur la liste de ces marchés, ce qui fait qu'au café le matin, elle peut discuter avec le service études et travaux qui passe devant et qui monte à l'étage pour discuter un peu le bout de gras sur l'avancée du CCTP donné. Voilà. Donc l'idée est aussi de développer de l'informel à travers ce type d'outils de communication et que chacun puisse le développer à son niveau. Après, ce qui est intéressant dans votre question et dans la présentation de M. Rode, c'est finalement l'absence de décalage entre l'outil et le mode d'animation. Parce que souvent, dans la gestion de la connaissance, on peut avoir une vision risquée, instrumentale, c'est-à-dire avoir des méga tableaux de bord, des fois qui ne veulent rien dire et qui ne sont surtout pas utilisés. Là, ils mettent en place un outil qui, de mon point de vue, n'est pas joli, mais bon, ça, c'est pas grave. Le Gantt qu'ils utilisent, d'ailleurs, je pense que c'est des produits qui sont gratuits. Hein. C'est du libre, c'est du libre. C'est du libre. C'est du libre. Donc, on en a fait, et c'est pas très esthétique, mais c'est pas grave. Par contre, moi, je préfère avoir des outils qui sont pas beaux, mais qui sont utiles et utilisés par les acteurs. Et je pense qu'on a beaucoup de capacité à faire des trucs jolis, mais qui sont pas utilisés. Et ça revient finalement à ce qu'on a dit ce matin. C'est que dans l'innovation, ce qui est intéressant, c'est la phase aval, c'est l'appropriation, c'est l'institutionnalisation, c'est-à-dire l'intégration de l'invention ou de l'innovation dans les routines. Et là, ce qui est intéressant, c'est que l'outil est hyper simplifié, mais il y a une animation directe, il y a une intégration, et on le voit même dans la réponse qui est apportée, c'est que on a aussi un périmètre d'intervention qui est différent en fonction des acteurs. Je peux très bien avoir mon Gantt DG, un Gantt direction alpha, des Gantt équipe, et avoir des périmètres d'acteurs à chaque... Alors avec des tableaux qui peuvent être adaptés, mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, chaque périmètre d'acteurs a son propre portefeuille de projets ou d'activités à gérer. Et c'est ça qui fait que finalement, le facteur clé de succès que j'identifie là, c'est plutôt finalement l'animation qu'on en fait que l'outil. Et je pense qu'on a souvent tendance malheureusement à travailler sur les outils sans travailler sur l'intégration de l'outil dans le processus de décision. Et là, il me semble que c'est le contraire qui a été fait. Et si je peux insister sur un point, c'est dans les effets aussi de l'utilisation de cet outil-là, sur la responsabilisation des acteurs. Ça, c'est vraiment une dimension importante et des effets de cet outil. C'est que j'invite chacun à prendre toute sa responsabilité sur son champ de compétences. Et non pas à renvoyer soit au service d'à côté
soit au DGA, soit au DGS, la prise de décision qui relève des chefs de service ou des agents, chefs de projet de chacun des domaines. C'est à eux d'animer leur projet. Le chef de projet, dans sa responsabilité, il doit animer, y compris les fonctions support, pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés dans les délais impartis. Et c'est à lui de respecter ces éléments-là. Et avec ces outils, en les mettant en commun, il se donne la possibilité, les moyens de jouer ce rôle-là. Oui, je complète, je me permets, je suis désolé, mais alors que dans un modèle de management assez classique, finalement, il n'y a pas de responsabilisation des différentes strates. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte tout en haut et la DG a 150 trucs à voir, même le remplacement de la couleur du papier WC dans le toilette du 3e étage à droite. Vous voyez, enfin, l'intérêt, c'est qu'on puisse aussi avoir une responsabilité sur chaque niveau. Désolé de compléter. Une autre question à nos intervenants sur les interventions qui ont été faites. Oui, bien sûr. Du coup, j'en profite aussi pour poser une question à M. Coucy, parce que je suis assez interpellé par... Alors, je sais qu'on a tous conscience qu'il y a des enjeux de pouvoir derrière l'information, et du coup, vous évoquiez cette question de la perte dès lors qu'il y a une transmission d'informations, mais dans vos recherches, quelle part prend du coup cette valorisation de la transmission? On parlait aussi des cas de départ à la retraite. Est-ce qu'il n'y a pas une dimension valorisante aussi pour les agents, pour les collaborateurs, à transmettre ces savoirs, ce patrimoine? Alors, j'avoue que je n'ai pas eu de cas à traiter comme ça, mais enfin, dans ce que j'ai pu lire, les pratiques de mentoring qui normalement permettrait à intégrer cette démarche de transmission, en fin de compte, étant peu développée dans le monde occidental. En Inde, par exemple, dans n'importe quelle entreprise, un nouvel arrivant dans l'entreprise, jeune de surcroît, il a un mentor et qui va être son référent dans quasiment toute sa vie dans l'entreprise. Là, en France, c'est pas forcément le cas, même si on en a entendu parler ce matin, et je pense que c'est une bonne chose. Et donc, effectivement, il y a plus de frustration aujourd'hui, dans ce que j'ai pu lire, que de valorisation, parce qu'on n'a pas trouvé les outils pour capitaliser, en fin de compte, sur l'apport que va faire l'individu qui transmet effectivement cette connaissance ou qui la formalise au bénéfice de l'organisation pour quand il ne sera plus là. Le jour où ça sera peut-être inscrit dans un contrat de travail, souvent c'est la règle, c'est le contrat qui fait qu'on accepte ou on n'accepte pas, mais en tout cas, dès que c'est fait sans explication par la hiérarchie, là il y a même de fortes chances qu'on arrive à l'échec. Il y a beaucoup de démarches de management de la connaissance qui ont échoué parce que justement on voulait que prendre et rien donner, et de toute façon ça ne pouvait pas marcher. Il y avait quelques cas ce matin qui ont été évoqués par Harmonie Roche de mentoring par les aînés. Enfin, elle pourra nous en dire plus si elle veut, mais voilà, il y a quelques débuts d'expérience, me semble-t-il, dans les collectivités sur... Ouais, c'est cette dépossession, en fin de compte, de son savoir. On a l'impression d'être dépossédé de son savoir, et donc, en fait, d'être potentiellement mis au rebut de l'organisation dans laquelle on est, quoi. Alors, quand on est dans la fonction publique, c'est moins évident, mais enfin bon... dans ce qui peut se passer à l'avenir, avec les réformes qui vont arriver, on peut légitimement penser qu'il va y avoir des craintes qui vont se mettre en place. D'autres questions de la salle? Moi, j'en avais noté quelques-unes, notamment de la tribu Tout Outil. C'était une question pour Niels. Vous avez parlé, dans le processus de modification là, des visas et rapports, d'un nouvel outil. Il y a un outil ancien qui a été remplacé. Le nouvel outil a justement permis la prise de conscience nécessaire autour de la collaboration, la coordination des acteurs. Enfin, comment le nouvel outil a intégré la collaboration finalement? En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est passé par une étape de cartographie de mode de collaboration. Et donc, le fait de cartographier cette chaîne de production... Visuellement? Oui, visuellement, vraiment visuellement. On est aussi sur des outils graphiques. Et là, on a eu affaire à des géographes, réellement, pour arriver à décortiquer vraiment toutes les étapes de la chaîne de production, de l'usager, du citoyen, jusqu'à la prise de décision politique en assemblée. Et en fait, c'est cette cartographie qui a permis à la fois d'identifier, alors je ne sais pas si ça va répondre directement à votre question, mais qui a permis d'identifier les connaissances qui étaient, on l'évoquait, explicites,
Et c'est aussi cette cartographie qui a permis de comprendre qu'un certain nombre d'informations étaient, à cette époque-là, complètement implicites, liées notamment aussi à des phénomènes de turnover dans la collectivité. On l'a tous connu, hein, d'une mandature à une autre, c'est un phénomène qui peut s'accroître temporairement. Et donc on était face à ce constat. Et pour rendre ces connaissances implicites explicites, là, il y a eu une prise de conscience que le mode de collaboration d'alors n'était plus forcément celui qui était adapté. Et si vous me permettez, du coup, moi, ça me rappelle une deuxième question que je voulais poser également à M. Coucy, parce que vous aviez évoqué effectivement ce fait de devoir se réinterroger sur les modes de processus, puisque à un moment donné, ça devient plus forcément actuel. Et le fait de rendre ces connaissances implicites et explicites permettait aussi du coup d'aller dans l'opérationnel, mais à nouveau, le cycle recommençait. Qu'est-ce que vous avez comme conseil pour éviter ce cycle infernal? À quel moment on doit s'interroger? De quelle façon? En fait, je pense faire une réponse un peu triviale. Dès qu'on voit que ça bug, c'est que la situation a changé et qu'il va falloir reformaliser ce qu'on a oublié de formaliser. C'est un peu un paradoxe, c'est que la boucle vertueuse voudrait qu'elle soit tout le temps active et de sorte à ce qu'en fin de compte, on n'est pas un système qui bug ou qui mette des irritants, etc. Mais on sait très bien que toute organisation, à un moment donné, elle a un débit de fuite, hein, donc par différents phénomènes. Et dès que ça va recommencer à gripper, pas attendre que vraiment on arrive à la saturation du système, mais au contraire, se servir de signaux précoces. Moi, j'aime pas le terme de signaux faibles, parce que un signal, il existe ou il n'existe pas, hein. C'est l'intelligence à le traiter qui est faible ou forte, en fait. Et donc, souvent, quand on parle de signaux faibles, on parle surtout d'intelligence faible, quoi. Et donc, c'est au moment où on voit que ça commence à gripper qu'il ne faut pas attendre que la machine ne fonctionne plus et qu'on arrive à 22 h un vendredi soir et qu'on doit envoyer des rapports, mais l'en prendre conscience tout de suite et recommencer une boucle formelle de séquille, quoi. Une question dans la salle avant de faire la pause? Non, vous avez très chaud. Juste un élément de réflexion. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais je n'avais pas fait le lien avant d'assister à la présentation, là, mais il y a des éléments communs entre les trois, au-delà du terme générique du management de la connaissance. Mais sur ces notions-là, je trouve qu'il y a pas mal d'avancées, notamment sur la partie visuelle. C'est-à-dire que quand on veut, si on parle de l'open data, bon, je pense qu'un élément d'utilisation concret de l'open data, c'est les cartos. C'est pour ça que l'origine d'ailleurs du SIG est assez présente. Et je pense que les cartos d'ailleurs sont peu présentes, notamment dans la relation, soit dans la collectivité sur le décisionnel, soit dans la relation à l'habitant. Alors que l'habitant, c'est un élément, la carto, qui va comprendre très facilement. Cet élément visuel, il est aussi très présent dans l'intervention de Pierre Rode sur le management visuel. Alors, on appelle ça du lean aussi parce qu'on dit le management allégé. Mais le management visuel, c'est aussi une forme d'organisation de la connaissance. Et repasser par le dessin, là, sur la carto des process, nous, quand moi je faisais de l'audit, quand j'étais jeune, on appelait ça des logigrammes. Mais un logigramme, c'est souvent peu réalisé en fait dans les collectivités. Un logigramme, c'est un process qu'on décompose, qu'on dessine, et on voit les contributions des différents acteurs sur le chemin. Et on s'aperçoit en dessinant le chemin que quand on met les choses sur un papier, une page A4, on s'aperçoit qu'on peut débugger des situations qui, dans la vie quotidienne, peuvent créer des irritations relativement importantes. Et je trouve que le visuel, c'est aussi, sur l'ère moderne du manager, c'est des choses qu'il faut travailler. Ça nous oblige à faire de la synthèse, à utiliser les couleurs et à essayer de simplifier la complexité. Je pense que le visuel peut aider à cette partie-là. D'autres questions? Oui, monsieur. Alors, c'est moins une question que deux observations. Donc, Dominique Gilles, directeur général Toulouse Métropole. Donc, Toulouse Métropole, c'est notamment 388 jeux de données ouverts. Voilà. Deux observations. Sur le volet valorisation de la donnée, il y a deux sujets, je pense. Il
il faut aller voir chez les Israéliens notamment, qui ont une grande philosophie en la matière d'ouverture de données et qui ont une philosophie qui est guidée par le principe « je partage, donc je suis ». Il n'y a plus d'appropriation personnelle, voilà. C'est vraiment « je partage, donc je suis ». Et ça, c'est fondamental. L'autre sujet, et ça rebondit sur les visuels, c'est la valorisation de la contribution des agents qui saisissent des données. Quand on rend visible, quand on fait des applications, notamment Toulouse Métropole vient d'en faire une, ou un portail ouvert à tout le monde, on va rendre visibles les données à l'ensemble du public et ça va permettre de faire comprendre aux agents qui saisissent des données que ça a du sens, ça a beaucoup de sens parce que voilà, quand ils renseignent mal un champ, bah, tout de suite, voilà, le chantier qui est censé être un boulevard de la Marquette, il se retrouve au 45 boulevard de la Marquette, ce qui n'a plus de sens. Voilà. Et du coup, on redonne du sens à l'ensemble de la procédure. Voilà, c'était tout. C'est exactement ce que je voulais remarquer de ce qu'a dit Olivier Coussy, c'est que quand on regarde la gestion des données dans les collectivités, nous on le fait avec une entrée pilotage et politique publique, évaluation, on s'aperçoit notamment sur les données évaluatives, on a beaucoup de données non actionnées et que les opérateurs doivent renseigner, souvent avec des temps d'intervention qui sont relativement lourds. Mais pour quelle utilisation ? Et l'idée, de mon point de vue, c'est justement arriver à sélectionner ces données non actionnées, en passant à des connaissances actionnables. Et ce n'est pas du tout la même chose. La donnée, c'est une indication qui est brute. La connaissance actionnable, c'est elle que je peux mettre dans le circuit décisionnel pour aller alimenter les précisions des élus ou des directions à des niveaux hiérarchiques qui sont différents. Et je pense qu'aujourd'hui, on a un travail relativement important à faire sur ça. On génère beaucoup de données, et notamment, nous, récemment, Nicolas Pouzac qui est par là, qui finit une thèse, qui est aujourd'hui embauché dans un département qui finit une thèse sur l'évaluation des politiques publiques. On a questionné les collectivités sur ce qu'elles faisaient en matière d'évaluation. On nous a communiqué les tableaux de bord. Je peux vous dire une chose, c'est que les tableaux de bord n'indiquent rien. Beaucoup de tableaux de bord aujourd'hui sont en incapacité d'être actionnés par les décideurs parce qu'on gère souvent des données, mais qui n'indiquent rien. La frontière est assez fine entre les deux, hein, entre une donnée et une connaissance. Mais quand j'ai un montant alpha, si ce montant alpha, c'est souvent l'exemple que je prends avec mes étudiants, j'ai un niveau de salaire qui est de 3 000 € par mois. C'est bien ou c'est pas bien? Comment je vous l'évalue? Le même montant peut être évalué de deux façons différentes. Ça dépend, en fait, c'est une donnée, 3 000 € par mois. Est-ce que c'est bien ou pas bien? L'étudiant va me dire, c'est génial, moi je touche 500 € de bourse ou je suis aidé par mes parents. Celui qui sort de la Banque mondiale, il va vous dire, non, mais moi je suis à 10 000, 3 000 et t'es nul. Hein. Donc voilà, la même donnée va avoir deux significations différentes. Qu'est-ce qui est le plus important? C'est plutôt la signification que va avoir la donnée, alors que je vais, moi, plutôt gérer les 3 000. Donc il y a aussi un changement de paradigme. Ne gérons plus que des données non actionnées, gérons des connaissances actionnables. Voilà, c'est un peu aussi le sens de ce qu'on voulait dire à travers cette table ronde. Je propose qu'on conclue sur bon mot. On fait une pause et on passe à la dernière table ronde dans un quart d'heure. Merci. On peut les applaudir, oui, c'est vrai.